Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Le forum des auditeurs, c'est chaque dimanche de 10h à 12h sur Horizon FM. Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver à la radio comme chaque dimanche. Aujourd'hui pour vous parler de quoi? Pour vous parler des CBNF. Alors c'est quoi les CBNF? C'est des centres d'éducation de base non formels. Et pour discuter de ce sujet très important là, j'ai avec moi au studio monsieur Issoufou Bagaya, qui est secrétaire général de la section du SINIAB et des CBNF. Monsieur Sylvain Ouedraogo, qui est secrétaire à l'information. Monsieur Inoussa Gibleogo, qui est secrétaire adjoint. Alors, avec ces trois messieurs-là, nous allons discuter de quoi concrètement? Nous allons discuter un peu de ce que c'est que les CBNF. Voilà. Ils vont nous dire un peu ce que c'est. Ils vont nous dire un peu quelles sont les filières qui y sont enseignées et quel est l'objectif de ces centres-là. Comment est-ce qu'ils fonctionnent et quelles sont les difficultés que ces enseignants au niveau de ces centres-là rencontrent, mais aussi d'une manière générale, quelles sont les difficultés que ces centres-là dans la gestion quotidienne avec les enfants et les apprenants rencontrent. Et ils sont là aujourd'hui spécialement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une réclamation. On va ensemble écouter quelles sont les réclamations ou les revendications que ces enseignants-là ont, ces enseignants ont vis-à-vis de ces centres-là, vis-à-vis de l'État aussi. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet important. C'est un sujet important pourquoi? C'est un sujet important parce qu'il s'agit de redynamiser ces centres-là. Ces centres-là sont importants pourquoi? Parce que ce sont des centres qui permettent aux enfants qui n'ont pas eu la chance de continuer dans l'enseignement d'une manière générale, ou ce sont des adultes tout simplement qui décident d'apprendre un métier avec leurs 10 doigts. Voilà, un métier qui leur permet de vivre dignement, de s'auto-employer et d'employer d'autres personnes. Donc, il s'agit là d'un sujet très important. Et parce que ce sujet-là est important, à la fin de l'émission, nous allons résumer les points les plus importants, les points essentiels justement à Morée pour permettre à tout un chacun de comprendre l'importance de ces centres-là et de comprendre aujourd'hui pourquoi ces trois messieurs sont avec moi aujourd'hui au studio pour nous parler de ce sujet-là. Voilà, donc au micro, Laetitia Ouedraogo, et à la cabine technique, monsieur Mathieu Da, que je remercie, qui nous accompagne toujours pour le bon déroulement de ces émissions-là. Alors, on va tout de suite dérouler l'émission. On part d'abord avec une pause musicale pour revenir ensuite vers nos invités. À tout à l'heure. Il reste un héros pour la jeunesse africaine. Thomas Sankara, le président des pauvres, a été assassiné.
resteras vivant dans nos esprits. Oui, Sankara demeurera vivant dans nos esprits. Toi, homme d'honnêteté, toi, homme de bonne moralité, toi, homme de loyauté, toi, l'intègre, le révolutionnaire, le panafricaniste qui s'est sacrifié pour Maman Africa. Toi, homme courageux, toi le martyr, éveille des consciences, nous t'oublierons pas, nous t'oublierons pas. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Oui, Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Seule la lutte libère. Si l'on peut cacher le soleil, les étoiles et la lune avec la main, alors l'on pourra cacher l'histoire de Thomas Sankara. Ils ont cru t'avoir éliminé, mais plus que jamais tu fais qu'illuminer. Ils ont cru t'avoir dégommé, mais les années passent, c'est toujours au sommet. Thomas Sankara, Thomas Sankara, Sankara forever. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Oui, Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Honorable représentant de la communauté internationale, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km², 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Toi, homme de dignité, toi, homme de bonne moralité, toi, homme de vérité, toi, l'intègre, le révolutionnaire, le panafricaniste qui s'est sacrifié pour Maman Africa. Toi, homme courageux, toi le martyr, éveille des consciences, nous ne t'oublierons pas, nous ne t'oublierons pas. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Forever, Sankara, forever, Sankara, forever, Sankara, forever, Capitaine Sankara, forever, Sankara, forever, Thomas Sankara, forever, Sankara, forever. La patrie ou la mort, nous verrons. Monsieur Bagaya, qu'est-ce que les centres d'éducation de base non formelle? Qui est formé concrètement? Quelles sont les filières et qui sont les formateurs? Alors, merci beaucoup pour la question, Madame Modrogo. Pour dire, les CBNF sont les centres d'éducation de base non formelle, comme vous venez de le dire. Ces centres qui viennent dans ces centres, quels sont ceux qui sont formés, qui les forment? Bien sûr, il y a les formés et il y a les formateurs. Les formés, ce sont les enfants déscolarisés et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et tous ceux qui désirent apprendre un métier dont l'âge dépasse le cursus normal et qui est fatigué avec le système général et qui désire apprendre un métier, le CBNF accueille tout ce beau monde. Donc,
C'est juste pour former ces gens-là. Les formateurs ont été recrutés à partir de 2005 pour un temps soit peu rattraper cette marge-là et former cette jeunesse-là pour accélérer la valorisation du capital humain. Donc, tous ceux qui désirent être formés, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui sont allés à l'école et qui n'ont pas eu la chance de continuer, et ceux qui ne sont jamais allés à l'école, le CBNF a des formules pour les alphabétiser en quelques 2 ans et ils sont aptes à apprendre un métier. Donc, c'est ce public-là qui est admis au CBNF. Bien sûr, à l'ouverture, on avait demandé les enfants compris entre 12 à 16 ans, mais aujourd'hui, le CBNF accueille un public diversifié. Aujourd'hui, on a des pères de famille, des mères de famille qui désirent apprendre un métier, qui sont admis dans nos centres. Donc, il faut se dire que c'est tout ce public-là est admis et accepté au CBNF, que ce sont les formateurs qui sont chargés de la formation. Et ces formateurs-là sont recrutés à partir des élèves formés dans les centres d'éducation, dans les centres d'enseignement technique et professionnel, les CET du Burkina Faso. D'accord, mais quelles sont les filières? Les filières qui sont ouvertes au niveau de nos centres, il y a la menuiserie bois, la menuiserie métallique, la mécanique 2 roues, il y a la coupe-couture, il y a la plomberie, il y a la coiffure, il y a le tissage, et il y a les métiers qu'on est en train de tendre à rajouter, parce que les gens en demandent, tels que la restauration. Ce sont des trucs de génie civil qu'on va ajouter. On a l'électricité bâtiment qu'on est en train de vouloir ajouter. En tout cas, ce sont des métiers qui sont en phase d'ajout au niveau de nos centres parce qu'il y a la demande qui est vraiment forte. D'accord. Merci, Monsieur Bagaya. Monsieur Ouedraogo, vous voulez ajouter quelque chose? Non, tout a été dit. D'accord. Ouais. Mais est-ce que Monsieur Guibleogo, vous voulez peut-être nous préciser quels sont les formateurs, s'il vous plaît? Bien. Les formateurs, comme il a dit, ce sont des jeunes de Burkina Faso formés dans les lycées et collèges techniques de Burkina Faso. Dans diplôme, si on peut aller au niveau du diplôme, c'est minimum de CAP en passant par le BEP au bac. C'est tel est les différents niveaux de ces formateurs. Donc, et il y en a même qui ont fait les formations à l'extérieur. Bon, ça c'est pour juste ajouter. Concrètement, ces jeunes ont été recrutés et envoyés directement, c'est-à-dire comme ils ont suivi une formation professionnelle et technique, et ne sont pas allés encore à l'école professionnelle pour apprendre comment former un élève. Ils ont été recrutés sur le tas, formés dans l'anagogie 1 semaine, et puis être envoyés, affectés dans les différentes provinces. Et le plus reculé du Burkina Faso. Aller commencer le combat. Et je me dis aujourd'hui même, c'est une action qu'on doit saluer parce que on ne peut pas continuer à recruter des gens et les former encore. Pourquoi pas ne pas intégrer directement la demande à la formation initiale pour qu'à la fin de la formation, qu'on n'a plus besoin d'investir de l'argent pour les former pour qu'ils soient fonctionnels ou opérationnels. Donc je pense que dans l'avenir, il faudrait vraiment penser à cela, former ce qu'on a besoin et mettre à la place qu'on a besoin. Parce que c'est pas la peine de dépenser de l'argent inutilement pour faire des recyclages, on n'a pas fini, et encore former les gens pour un travail même qui devait faire sans une formation continue. D'accord. Voilà. Donc, on revient à Monsieur Bagaya. Monsieur Bagaya, dites-nous, quel est l'objectif de ces centres-là? Pourquoi ces centres concrètement ont été mis en place? Ok, merci beaucoup, madame. Ces centres ont été mis en place tout simplement par l'évolution des choses, par l'objectif même du gouvernement à l'époque, qui a senti à un moment donné qu'il fallait rompre avec la formation générale. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a passé tout le temps à former des gens qui cherchent de l'emploi. Alors qu'aujourd'hui, l'État n'est pas à mesure de recruter tous ceux qu'il forme. Les privés est vraiment insignifiant dans notre pays, il faut le dire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former des gens capables de créer de l'emploi. Et de s'auto-employer. Et pouvoir être employés de façon vraiment concrète. Donc on a essayé de voir, c'est vrai, aujourd'hui, on a réfléchi à l'époque, les gens partent à l'école. À la fin de l'année, là, il y a des enfants qui sont renvoyés. Il y a des enfants
qui n'ont jamais eu la chance de mettre pied à l'école. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non pas parce qu'ils n'ont pas tous les critères requis, mais tout simplement, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc, ce sont des mesures palliatives pour résoudre un peu le problème du chômage et permettre l'auto-emploi qu'à l'époque, là, on avait créé ces centres-là. Parce qu'au départ, c'était juste alphabétiser ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Mais à un moment donné, on a pensé, mais dis donc, si on ajoutait les métiers, alphabétisés et formés, n'était-il pas idéal? Et vraiment, c'était une idée ingénieuse à l'époque, qui est vraiment venue et qui a vraiment reçu l'approbation vraiment de l'UNICEF, même des ONG internationales, vraiment qui ont accepté de miser à l'époque là pour que ces centres-là puissent vivre jusqu'à aujourd'hui. Merci, Monsieur Bagaya. Donc, Monsieur Ouedraogo, dites-nous comment ces centres-là fonctionnent de manière administrative. Comment ça se passe? Est-ce que ça fonctionne comme une école? Dites-nous comment ça se passe. Ou bien comme un institut de formation privée. Comment ça se passe? Bon, ces centres, pour vous dire, ces centres fonctionnent comme une école, généralement. Parce que ces centres sont à la coupe des inspecteurs de l'enseignement primaire et des directeurs provinciaux. Parce que quand on envoie un formateur avec une note de service, il doit adresser au directeur provincial en descendant à l'inspecteur et au directeur. Donc ces centres-là fonctionnent sur les coupes comme des écoles classiques. Oui. Donc ça relève du privé ou du public? Ça relève du public. Ok. Voilà. D'accord. Dites-nous, monsieur Bagaya, dites-nous quels sont les bailleurs de fonds de ces centres? Les bailleurs de fonds de ces centres-là, au départ, c'était l'État. Mais les bailleurs de fonds même de ces centres-là qui construisaient ces centres et puis équipaient même là, c'était un peu, au départ, c'était le principal bailleur là, c'était l'UNICEF. Vraiment qui construisait ces centres et qui accompagnait ces centres-là en matière de formation des formateurs, en matière d'équipement. Ce que l'État avait à faire, c'était uniquement les salaires des formateurs que l'État versait. Aujourd'hui, on peut voir, avec la participation de l'UNICEF, aujourd'hui, il y a des gens des ONG, des bailleurs privés qui mettent l'argent sur la table, parce que tellement la coopération taïwanaise, il y a la coopération danoise, il y a Plan Burkina, il y a Helvetas, il y a tous ces centres qui équipent les centres et qui forment les formateurs. Ce n'est que le salaire qu'on demande seulement à l'État de verser aux formateurs. Vraiment, je ne vois pas une meilleure formule que des gens qui décident, parce que ces bailleurs-là misent sur la formation professionnelle, que c'est par ça on pourra résoudre le problème du chômage. Aujourd'hui, il y a des milliers d'étudiants qui sortent de nos universités, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Même dans nos écoles techniques et professionnelles, le lycée conforme, mais c'est de la pure théorie. Aujourd'hui, dans les CBNF, c'est 80% de théorie, de pratique et 20% de théorie. On n'a pas besoin de dire, par exemple, un qu'on veut former, par exemple, en mécanique, de lui montrer, oui, et quand tu prends le fonctionnement de la moto, bien, quand tu prends le fonctionnement de carburateur est composé de tant comme ça, bon voilà, l'essence est composée de l'éthanol, de quoi. Non. Apprenez-le, voici un carburateur. Quand il est gâté, voilà comment il fonctionne. Quand il est gâté, voilà ce qu'il faut faire. Voilà l'opération qu'on peut effectuer. Voilà les réglages qu'on peut effectuer. Voilà le carburateur. Voilà l'apprenant à la sortie de la formation sur le carburateur apte à réparer un carburateur. C'est l'objectif qu'on doit se fixer. Donc 80% de pratique et 20% de théorie. C'est vraiment la formule appliquée dans les CBNF aujourd'hui pour former nos sortants. Et qu'à la sortie là, ce n'est pas une formation par connaissance, mais une formation par compétence. Qu'à la sortie de ces centres-là, l'apprenant est apte à s'auto-employer et à se faire employer sans une formation quelconque. D'accord. Monsieur Guy Bleogo, vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon. C'est bon. D'abord avec une pause musicale pour revenir ensuite vers nos invités. D'accord. Je te donnerai mon amour infini. Tu mérites mon amour,
me soignes, oh bébé. Bébé, tiens ma main, bébé, marche avec moi. Makongo wakonju, makongo wakonja, magami ambo nginganga, ningi 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 ningi. Makongo wakonju, makongo wakonja, magami ambo nginganga, ningi 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 ningi. Je te donnerai mon amour infini. Tu mérites mon amour infini. Quand je suis malade, tu me soignes, oh bébé. Bébé, tiens ma main, bébé, marche avec moi. Que le Seigneur me donne une longue vie, je te prouvais. Je suis né pour toi, l'amour est là. Mon amour est fini, je pleure les larmes de joie. Les larmes de joie. Les larmes de joie. Les larmes de joie. Makongo wakonju, makongo wakonja, magami ambo nginganga, ningi 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 ningi. Makongo wakonju, makongo wakonja, magami ambo nginganga, ningi 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 ningi. Masaba gentleman, tamura family, konga kongale, nyama kongale. Amia, amia, tu sais que je t'aime. Amia, amia, konga kongale. Tu es mon amour infini. Tu mérites mon amour infini. Quand je suis malade, tu me soignes, oh bébé. Bébé, tiens ma main, bébé, marche avec moi. 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 Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Le forum des auditeurs, c'est chaque dimanche de 10h à 12h sur Horizon FM. Monsieur Guibéo, dites-nous quand même, ces centres-là, ils sont dans combien de régions au niveau du Burkina? Ces centres sont dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Et pratiquement dans plus de 30 provinces. Et on a plus de 117 centres qui existent et 99 fonctionnels. Le reste est équipé, mais manque de formateurs. Le reste des 117. Donc c'est pour dire qu'on a vraiment de la matière. Et la demande est là. Il suffit seulement de faire des tours au niveau de ces centres, par région, par province et même dans les communes, pour voir en tout cas l'engouement de ces enfants d'y participer, apprendre un métier et faire de la connaissance nouvelle. Donc je crois que la formule doit être appuyée, améliorée et renforcée pour permettre à la jeune génération de ne plus créer chômage, de ne plus sortir cassés, brûlés. Parce que les gens sont là, assis aigris, ils n'ont rien à faire parce qu'il n'y a pas de perspective. L'État ne peut pas tout faire pour les gens. Former les personnes, le meilleur héritage qu'un papa peut laisser à son fils là, c'est la formation et l'éducation. Point. Les milliards ne serviront à rien si l'enfant est nul. Si l'enfant ne sait pas prendre ses 10 doigts et s'en servir.
Voilà. Donc, le meilleur héritage, le meilleur emploi que l'État peut donner à ces jeunes-là, c'est de les former. Le reste, ce sont ces enfants, ces jeunes qui vont aller chercher l'emploi où ça se trouve. Aujourd'hui, on a avec les miniers et autres, les expatriés qui travaillent ici. Mais pourquoi cela? Ils n'ont pas 4 têtes, on a 4 pieds, on a 2 têtes encore. Tout simplement parce qu'on n'a pas su commencer dès le départ. Avec la première mine qu'on a connue sous la Révolution, c'était une bonne position et un bon démarrage pour l'État burkinabé de miser dans la formation, parce que dans l'avenir, on aura besoin de ces ingénieurs miniers, de ces géologues et autres. Malheureusement, on a fait table rase. La Révolution, ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Donc, on continue sur une autre forme. On est où? Toujours à la case de départ. Donc, vraiment, ce que nous voulons vraiment éclairer la Latène, c'est que les gens sachent la base du développement, c'est de la formation professionnelle. L'industrialisation de l'État va amener l'État à être autonome financièrement. Mais si on va se baser sur les taxes et impôts, mais on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Il y aura un moment où les gens seront lassés de payer ces taxes et impôts. Mais créer de la richesse, c'est à travers cette formation professionnelle que nous allons créer simplement de la richesse. Si les miniers, les différentes mines qu'on a, les 90% c'est des Burkinabés, je ne vois pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, aller là-bas, c'est la main d'œuvre qui coûte absolument rien à la mine. La grosse somme, c'est ceux qui sont en haut. Et on n'a pas de Burkinabés là-bas. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pourtant, on a des qualifiés, on a des Burkinabés qualifiés. Qualifiés, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On a combien de mines fonctionnelles au Burkina? Plus d'une dizaine. Et parmi nous, il faut combien de géologues? Combien d'ingénieurs miniers? On en a combien? Et même pour se former, il faut aller à l'extérieur pour faire cette formation. Combien de Burkinabés peuvent quitter le Burkina et se former et revenir sans l'appui de l'État? C'est pas possible, très compliqué. Donc ça commence par là, par la formation professionnelle initiale au niveau du primaire, en passant par le poste primaire et pour finir avec le supérieur. C'est la seule façon et la seule solution de quitter notre pauvreté interminable. D'accord. Monsieur Bagaya, dites-nous, quelles sont les difficultés que ces centres-là rencontrent aujourd'hui? C'est dit que ce sont des difficultés que ces centres rencontrent, notamment ces difficultés-là ont apparu depuis longtemps par manque de vision, tout simplement. Parce que ces centres-là fonctionnaient sous le couvert d'un projet qui était le projet ESCBNF. Donc, en quelque sorte, c'était un fonctionnement aléatoire. Ces projets, ces centres ont fait les preuves dont les communautés les plus reculées se sont vraiment accaparées de ces centres-là et vraiment se sont impliqués dans le fonctionnement de ces centres-là parce que c'était vraiment utile. Parce que tenez-vous bien que dans les communes rurales les plus reculées de Burkina Faso, ces centres-là s'y trouvent. Dans les villages les plus reculés, ces centres-là s'y trouvent. Les Burkinabés moyens, ces centres-là sont accessibles à n'importe qui et n'importe où. Pouvez-vous nous dire le coût de la formation, M. Bagaya? Elle est tout simplement gratuite. Ah, ok. Ce sont juste peut-être des centres qui demandent une contribution pour l'APE. Permettre, ce n'est rien que sur les centres pour l'association des parents d'élèves. Et c'est des sommes vraiment dérisoires compte tenu du coût de la formation. Mais aujourd'hui, le projet a pris fin. Les salaires, on demandait tout simplement à l'État de virer les salaires des formateurs et les bailleurs s'occuper du reste. Même les centres construits équipés, c'est à travers les bailleurs de fonds que les centres sont construits équipés. C'était l'État assurer uniquement les salaires des formateurs. Aujourd'hui, les difficultés, c'est quoi? Le projet a pris fin. Les formateurs qui y sont, non seulement ils n'ont plus de salaire, l'État n'en assure plus de salaire. Deuxièmement, même les droits alliés à la fin du projet, ces formateurs n'ont rien reçu. Nous sommes à 4 mois aujourd'hui et ces formateurs n'ont rien, mais quand même ils vivent. Vous savez pourquoi ils vivent? Tout simplement parce que de leurs 10 doigts là, ils savent faire quelque chose. Et nous voulons que la jeunesse burkinabé là profite de cette expérience là, que ça ne soit pas un gâchis.
En fait, notre lutte ne se résume pas à nous seuls. Non. C'est vraiment un héritage, une expérience qu'on veut partager avec la jeunesse burkinabé. Parce que la seule vision de sortir de tous les grippages qu'on voit aujourd'hui là, c'est d'apprendre les gens à faire quelque chose. Donc, l'État n'assure plus les salaires. Les CBNF construits, équipés, qui attendent des formateurs. Ceux qui sont là n'ont même pas de salaire, on n'envisage même pas un recrutement. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Mais donc ça veut dire qu'il y a même de l'emploi encore que vous offrez aux gens. Oui, il y a de l'emploi qu'on offre à des gens. Donc, aujourd'hui, au niveau du ministère, c'est le silence total. On a parlé, ils ont dit oui, et ils veulent faire fonctionner les centres. Bon, les centres ne peuvent pas être fermés. Mais aujourd'hui, ça fait combien de mois on ne permet pas à des gens d'avoir un salaire? On assure la formation des enfants dans les centres. Mais c'est parce que les gens savent faire quelque chose qu'ils tiennent aujourd'hui. Ils n'ont qu'à faire un mois, n'est pas payer les enseignants du primaire. Ils vont voir ce qui va se passer. Donc, refuser quand même de faire fonctionner ces centres-là, c'est tout simplement suicidaire pour le système éducatif. Tenez-vous bien, on a fait un atelier à Koudougou sur la dynamisation des CBNF. Pour mettre les CBNF même dans la nouvelle vision de notre système éducatif. De telle sorte que chaque enfant qui rentre ce qu'on appelle un complexe scolaire, vous avez le préscolaire, les primaires, les post-primaires et le CBNF. De telle sorte qu'un enfant qui rentre dans ce système-là sort toujours gagnant. Soit en passant par la formation professionnelle, soit en passant par la formation générale. Donc c'est pour qu'aucun enfant burkinabé qui rentre à l'école ne sorte bredouille. Donc on ne comprend pas vraiment pourquoi aujourd'hui c'est le silence, les centres là sont... C'est une manière pour... Je ne sais pas... En tout cas, ce sont des méthodes dilatoires seulement pour se fermer les centres, si on ne paye pas les salaires des formateurs. Donc vous dites que ça fait 3 mois? Nous sommes à 4e mois aujourd'hui, qu'on n'a pas de salaire. Bon, on a croisé les autorités ministérielles, on a eu un entretien, on a signé, on dit courant avril, bon, ils peuvent nous régler, ils vont nous régler la situation, mais aujourd'hui nous sommes désolés de constater que nous sommes au 30 avril, mais rien n'a été fait. C'est pour moi, c'est un désintéressement peut-être du secteur professionnel. Je ne sais pas les discours pour dire que oui, nous allons miser dans la formation professionnelle. Et en même temps, on tue les centres. Je ne sais pas, bon, peut-être c'est une vision. C'est quelle formation professionnelle, je ne sais pas. Moi, je lis par exemple, quand vous regardez, on forme des élèves aujourd'hui, il faut recruter quelqu'un avec le BPC, aller former dans une ENEP, prendre un étudiant, aller former encore à l'IDS, ça coûte excessivement cher pour l'État. On peut, à partir de l'université, là, si on veut avoir des professeurs de maths là, les injecter au niveau des systèmes mathématiques, dans une filière directe. Ils sont professeurs de maths. Physique, même chose. SVT, même chose. L'ENEP, vous formez des gens à partir, vous voyez le BPC, vous les formez à partir de la 6e pour être enseignant. C'est très simple. Ça évite vraiment les coûts dépensifs de l'État dans les écoles professionnelles. D'accord. Donc aujourd'hui, votre réclamation, c'est quoi? Monsieur Ouedraogo, vous voulez ajouter quelque chose? La réclamation, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, notre réclamation, c'est quoi? Que l'État puisse assurer nos salaires. Et il nous paye nos reliquats et nos droits. Parce que nous avons travaillé avec un projet qui a pris fin en décembre 2016. Et ils n'ont pas réglé nos droits. Jusqu'à présent, nous tournons, ils n'ont pas encore réglé nos droits. Donc nous voulons vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour payer nos droits, nos reliquats et nos 4 mois de salaire pour que ces centres continuent de fonctionner. D'accord. Parce que c'est comme M. Bagaya l'a dit, ces centres-là, en fait, cette réclamation, c'est pas seulement pour vous. Effectivement, quand on vous entend parler de ces centres-là, on se rend compte que c'est vraiment important pour tous les formateurs, mais surtout pour tous les formés, ceux qui sont dans ces centres-là. Parce que c'est vrai que le système éducatif normal, l'enseignement général ne permet pas de s'auto-employer directement et ne permet pas aussi de créer de l'emploi directement. Donc, c'est ce que Monsieur Guiblego était en train de dire. Apprendre quelque chose de ces dits, il n'y a vraiment rien de tel. On peut toujours s'en sortir, quelle que soit la situation. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus, mais j'aimerais quand même vous poser une question qui est d'actualité. Parce que c'était dimanche passé justement où c'était la question du Sinateb, je crois, et il y a beaucoup de réseaux sociaux qui ont alerté le public sur les sanctions pécuniaires de certains enseignants, voilà, après des grèves.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette situation-là, M. Bagaya? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, ces sanctions pécuniaires, tenez-vous bien que c'est suite à une décision d'affectation de la DPNA, particulièrement de la DPNA des Hauts-Bassins. Ça veut dire quoi, DPNA? DPNA, Direction Provinciale de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation. Okay. Donc, c'est suite à une décision d'affectation qu'on appelle nécessité de service que tout ce demi-ménage-là a vu le jour. Lors des rencontres de syndicats et autorités pour statuer sur les affectations, on avait décidé qu'aucun IP, instituteur principal, ne rentre à Bobo du Lasso, parce qu'il y en avait. Et que les IAC, c'est-à-dire instituteurs adjoints certifiés, ne rentrent à Bobo. Quelqu'un qui a par exemple 2 ans, 3 ans de fonction, bon, c'est pas possible qu'il puisse avoir la ville. Il y a quand même des anciens qui ont fait 15 ans, 20 ans et qui demandent à rentrer. Donc ils ont statué sur un certain nombre de points pour avoir accès à la ville. À la grande surprise des syndicats, non seulement il y a des IAC qui sont rentrés et des IP qu'on a fait rentrer sous le couvert de nécessité de service. C'était un peu ça le problème. D'accord. Donc, il y a des anciens qui sont là depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, c'est comme si c'était une file d'attente. Ça veut dire, il y en a qu'on doit recevoir avant d'autres. Voilà, et qui méritent. Ok. Donc, ils ont sauté tout ce beau monde-là pour se retrouver au niveau des villes. D'accord, M. Barret? Oui. C'est-à-dire, ils sont tout fait. Ils se sont débrouillés, voilà. Et puis, bon, cette note est sortie. Et quand la note d'affectation est sortie, les signataires s'est vu vraiment indignés. Donc, ils ont demandé à faire un sitting au niveau de la DPNA pour vraiment manifester leur mécontentement suite à ces agissements-là des autorités. C'est suite à ces sittings-là qui a été vraiment prolongé, c'est-à-dire ça a pris un certain nombre de temps. Aujourd'hui, l'État dit que bon, les gens ont fait 33 jours de sitting et que c'est suite à ça que il y a eu les sanctions. On ne les a pas payés le mois. Non, on a payé. C'est-à-dire que ce sont des coupures naturelles. Pour tout travailleur, là, quand il va en grève, tu sais ce qui t'attend. Ça, c'est normal que les coupures là sont normales. Suite à une grève là, mais il faut t'attendre à des coupures. C'est parce que nous sommes dans le public. Sinon, au niveau du privé, si tu ne travailles pas pour quelqu'un qu'on pointe, le nombre de jours que tu ne viens pas, mais il n'y a pas à discuter à la fin du mois. Bien sûr. Voilà, donc, c'est suite à ces grèves-là que l'État a jugé bon, parce qu'ils ont estimé que c'était une grève illégale. Donc, les gens se sont reposés pendant ce nombre de jours-là et qu'il fallait soutirer dans le salaire. Donc, on a réparti ça sur 4 mois au départ. C'était janvier, février, mars et avril. Maintenant, suite à ces coupures que les gens ont constatées, les gens ont fait des mouvements et le gouvernement a demandé à ce que les gens puissent se justifier. Donc, on a stoppé les coupures là, à partir du mois de mars. Si vous observez, personne n'a eu... Voilà, donc 3 mars, 3 mois, pardon. Voilà, 3 mois. Donc, mars, personne n'a été coupé parce qu'on s'est dit que les coupures étaient arrêtées. Alors qu'en réalité, on avait demandé, mars là, que les gens puissent envoyer les justificatifs là, à partir d'avril. Ceux qui n'ont pas pu envoyer les justificatifs à partir d'avril, la fin avril là, on coupe. Donc, voilà comment les gens se sont retrouvés encore dans des coupures en avril. Parce que beaucoup ont dit que l'information n'a pas circulé. Les inspecteurs ne les ont pas envoyés. Ces circulaires-là pour dire non, on a demandé d'envoyer les justificatifs. Donc, voilà comment un peu, bon, en avril, les coupures là, ont repris. Parce que beaucoup ont dit que non, que les syndicats ont négocié avec le ministre. Et le ministre a dit qu'on a levé les coupures. Alors que non. C'était une période qu'on a donnée pour que les gens puissent venir se justifier. Tu n'as pas été à ton poste, ou bien tu as été à ton poste. C'était ça. D'accord. Donc, maintenant, quand vous avez rencontré les autorités, comment ça s'est passé? Est-ce que le problème a pu se régler finalement? Non, le problème ne peut pas se... Dire que c'est réglé, mais les coupures, les gens vont suivre les coupures jusqu'à la fin. Okay. Suite aux grèves, en tout cas, les coupures, jusqu'à ce que tous les 33 jours là, puissent être récupérés par l'État.
Donc, on a dans cette gestion, parce que tout simplement, on a fait comprendre peut-être à la section Sinateb de Bobo que un peu c'était peut-être un sitting trop exagéré. 33 jours, c'est quand même. Donc, c'est l'État qui a estimé que c'est 33 jours, d'autres disent 10 jours, l'État dit 33 jours. Donc, compte tenu de cette contradiction-là, qu'on a dit aux gens de se justifier. Donc, ceux qui n'ont pas pu se justifier, malheureusement, se sont retrouvés encore en avril dans les coupures. Ceux qui doivent être coupés pendant 4 mois seront coupés 4 mois. Tous ceux qui seront coupés 3 mois seront coupés 3 mois. Okay. Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Le forum des auditeurs, c'est chaque dimanche de 10h à 12h sur Horizon FM. Donc, après avoir évoqué cette question d'actualité, on va revenir à nos centres. Voilà, donc, Monsieur Guibléogo, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux autorités pour redynamiser justement ces centres-là? Bon, c'est vrai qu'ils doivent le salaire, mais à part ça, est-ce que vous avez des rencontres régulières avec les autorités justement pour redynamiser ces centres-là, peut-être faire la publicité, parce que moi, personnellement, je le dis, je n'avais jamais entendu parler de ces centres-là. Je ne savais pas que ça existait, pratiquement gratuit, c'est une bonne chose, et je pense que à la radio, les gens seront contents d'apprendre ça, et peut-être voudront plus d'informations. C'est une occasion en même temps de faire la publicité pour ces centres-là. Donc, dites, Monsieur Guibléo, qu'est-ce que vous proposez pour redynamiser ces centres-là, justement, concrètement? Bien, c'est la suggestion et la proposition que nous avons, c'est d'abord demander à l'État, parce qu'à chaque fois, on a des rencontres périodiques, comme vous l'avez dit, mais avec notre bureau national, le SINAB. Bien. Donc, il y a des documents qui ont été traités, déposés sur les bureaux, demandant à ce qu'ils adoptent des textes pour l'intégration des formateurs. Parce que, comme il a dit, ça a été géré par un projet. Donc, il n'y a pas eu d'avancement. Nous avons travaillé plus de 10 ans avec ce projet. Vous savez que 10 ans dans l'administration publique, au moins, ça a évolué. Mais dans le projet, ce n'est pas le cas. Bien, nous disons d'accord, mais du moment que le projet est fini, il faut voir, pour redynamiser vraiment ces centres, il faut d'abord donner la confiance à ces acteurs principaux qui sont les formateurs. Et la confiance ne va se gagner que dans l'intégration. Tant que l'esprit du formateur n'est pas tranquille, tant qu'en étant dans la classe, dans l'atelier de formation, tu vas toujours te poser des questions, ton avenir, toi tu es en train de former des gens, de donner de l'avenir à des gens, pendant ce temps que tu as un avenir incertain, c'est pas sûr que la formation va bien se passer. Donc c'est la première des choses, intégrer coûte que coûte les formateurs au métier. Si cela est fait, il faut d'abord combler le vide, le manque à gagner des formateurs, parce qu'il y a des centres qui ne fonctionnent pas, pour donner plus d'opportunités à ceux-là qui attendent toujours, parce qu'il y a des enfants qui attendent dans les localités. Nous avons appris qu'il y a un CBNF à côté du village, mais on attend le jour de l'ouverture pour en tout cas aller apprendre un métier. Donc on attend qu'on fasse ces recrutements encore pour combler ces déficits-là. Pour des formateurs. Voilà. Et ensuite, au niveau des centres eux-mêmes, il faut revoir même la gestion structurelle de ces CBNF. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est géré par des enseignants de primaire. Nous n'avons rien contre eux. Mais tout simplement, du domaine technique, il faut forcément des techniciens pour les gérer. Parce que, par exemple, je suis formateur à menuiserie bois, à Yoko de ici, géré par un directeur de l'enseignement primaire. Nous avons 5 métiers. Ok, toi tu n'es pas technicien, comment tu peux envisager et planifier même les actions de ces ateliers-là? C'est difficile. Et même aller rencontrer les partenaires, parce que dans l'arrondissement il y a des partenaires privés. Vous pouvez les rencontrer, faire la promotion de vos activités. Mais il y a une partie technique.
technique. Voilà, effectivement. Parce qu'il faut que toi-même tu y connais pour aller voir et savoir convaincre. Mais si tu ne connais pas, ou tu es limité, tu demandes des informations, on va te les apporter. Mais est-ce que cela va suffire pour que tu puisses aller convaincre quelqu'un? Je ne pense pas. Donc il faut revoir à ce niveau pour pouvoir redynamiser ces CB9 dans chaque localité. Parce que les localités sont différentes. Il y a des spécifiques culturelles et autres qui différencient ces centres-là. Donc il faut pas toutes les filières qu'on enseigne dans toutes les régions. Non, pas toutes les filières. On a dans toutes les régions. Donc cela, mais c'est toujours en fonction de la demande. Voilà. Donc une fois que cela, au niveau de la gestion des CB9 sont revus pour pouvoir activer et actionner même le centre parce que ça peut être un centre d'intérêt économique. Tout simplement. Imaginez-vous la menuiserie bois, la soudure, la mécanique, la coupure et la maçonnerie dans un seul lieu. Mais c'est fini. On a tout sur place. Les clients viennent sur place. Tout le monde vient. Et en même temps, ça fait de l'intérêt et pour les enfants, pour le centre. Il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit, M. Guiblego. Dites-nous, quand il y a toutes ces filières à une seule place, est-ce qu'un client peut venir commander au niveau du centre? Oui, naturellement. Donc vous pouvez vous faire aussi, enfin les enfants apprennent, mais le centre aussi peut se faire de l'argent à travers la commande des naturellement, okay. Naturellement, nous le faisons. Mais comme je l'ai dit, le problème de la gestion, ça pose véritablement problème. Parce que le bon homme qui est assis pense que quand tu travailles, tu as des millions qui tu encaisses, donc il peut même tout faire pour que tu ne fais rien. Moi, je vis le cas, mais je ne veux pas trop parler, parce que ce n'est pas personnel, c'est national. Bien, donc, et je pense que c'est partout aussi. On a ce problème de gestion au niveau des CB9. Et tant que ce n'est pas des gens aguerris du métier, connaissent le domaine, qui peuvent intervenir directement, ils vont toujours être là, en train de se concurrencer eux-mêmes pour que ça ne marche pas. Cela, ça ne profite pas aux enfants. S'il y a une commande d'un partenaire privé, ben, les enfants apprennent en même temps. Et ce qu'ils vont voir dans la commande, même dans la réalité de la commande, est différent de ce qu'ils apprennent dans la formation classique et normale. Voilà. Donc c'est un plus. Et le centre va bénéficier et peut-être construire d'autres édifices, peut-être d'autres ateliers pour agrandir même la construction personnelle et privée du centre. Et il y a aussi même l'État, par exemple les communes, peuvent, avec les différentes écoles et lycées, commandent des tables bancs, les tenues scolaires, les fournitures scolaires, et encore les fournitures, les mobiliers scolaires. C'est du matériel que l'État même ou les mairies, c'est-à-dire les services déconcentrés, venez directement voir les CB9. Au lieu d'aller faire ça chez un pays. Et chèrement encore. Les enfants apprennent. Automatiquement, nous encaissons l'argent qui va profiter au bon fonctionnement du centre. Et si par exemple on avait pu asseoir tous ces piliers-là, même si l'État se désengage, on peut s'en sortir. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. On était toujours là, il faut livrer du matériel consommable fini. Ce qu'on prend avec les parents, on ne peut pas payer du consommable pour les enfants. Parce que rien que, par exemple, le papier craft, le rouleau, c'est pas moins de 75 000 à 100 000 francs. Alors que tu as 10, 20, 40 élèves, tu vas payer combien pour faire fonctionner cet atelier de couture par exemple. Le bois, ça ne coûte pas petit, c'est cher. Donc le paiement que nous avons avec les enfants ne permet pas d'assurer le fonctionnement. Mais si on avait ces histoires de bonne gestion, on peut relever le défi que l'État paye seulement les salaires et le matériel là, on n'en veut pas. On va former nos petits frères et nos enfants qui vont être libres, indépendants. Et même rendre le pays indépendant. Là, on va arrêter d'aller chercher de l'argent ailleurs, alors que là-bas même, ils n'en ont pas. Voilà, donc je pense que, juste pour ajouter, que le gouvernement ouvre l'œil, ou attirer l'attention même du premier responsable de ce pays, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, dans son programme PNDS, il prône plus de 70% de la formation technique et professionnelle et 30% pour les connaissances instrumentales. C'est bien. Mais l'apport de CB9 est tellement immense que fermer ou bien faire des manigances pour que ces centres ferment-là va contribuer à chuter le PNDS. Ça c'est clair parce que les pourcentages sont là, les caractéristiques sont là, les statistiques sont là, ça ne ment pas.
Nos enfants participent à l'examen CQP, organisé par le ministère de la Jeunesse. Tout ça, c'est des performances. Au départ, ce n'était pas le cas. Par la suite, on a intégré toutes ces idées pour permettre à ce que l'enfant qui sort du CB9 puisse gagner de cette 10 jours. Et on a des enfants aujourd'hui, si vous pouvez sortir un peu plus de reportage pour voir, nous allons vous montrer des enfants, des sortants installés à leur propre compte, qui emploient des jeunes de leur âge, et ils s'en sortent. Ils ont géré leur petite famille, puis ça marche. Donc, nous attirons l'attention du président de façon d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que des gens vont venir faire des faux rapports pour dire que tout va bien, alors que tout ne va pas. Si quelqu'un, un agent qui travaille plus de 10 ans n'a pas de salaire, ça veut dire qu'il ne vit plus. Où est sa dignité à ce moment, en tant qu'agent public? Mais c'est grave. Que devient sa famille sans salaire? Si c'est parce que c'est un homme de métier. Donc nous voulons et nous demandons à ce que cela soit vu et corrigé. On a subi des dommages, même si nous n'allons pas demander réparation, qu'ils puissent quand même revenir et corriger l'erreur qu'ils ont commis. Parce que vraiment, à l'heure actuelle, c'est invivable pour certains de nos collègues qui sont dans les provinces. Dans les grands centres, ça va encore mieux. Un centre comme Baguera, un centre comme Djibo, bon, c'est une province, c'est pas facile. Il y a Lumana, il y a Douna, c'est enfermé. Si ce n'est pas le salaire, c'est difficile. Le petit village qui est là, et combien de motos ils ont pour pouvoir être réparés, révisés par le formateur? Il n'y en a pas assez. Donc, c'est difficile. C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons. Nous demandons que cela puisse être réglé le plus vite possible. Parce que, à l'heure là, on ne peut plus tenir. On ne peut plus, parce que quand on se met, on dit chez moi ça va, mais chez l'autre ça ne va pas. Alors que chez moi même ça ne va pas. Donc, il faut réellement que le ministre de l'Éducation nationale, qui est le premier responsable de ces CB9-là, puisse accélérer ces histoires de décaissement pour régler les crédits des gens. S'il ne peut pas, il n'a qu'à quitter et laisser la place à quelqu'un d'autre. Il y a tellement de connaisseurs dans ce pays. On ne peut pas en finir, il est venu d'où? Il y en a tellement qu'on peut trouver et mettre à ce poste qui va marcher. Je n'ai rien contre lui, mais il m'a empêché de manger avec ma famille. Automatiquement, si c'est dans l'assiette, c'est dangereux. Donc, il y a rien, c'est pas des menaces, mais tellement que ça nous énerve, ça nous met mal à l'aise. Avec la famille, tu ne vis plus. C'est difficile. C'est très difficile avec la famille. Donc, des fois, tu ne sais même pas quoi dire à madame ou aux enfants. Papa et maman qui est à côté, tu ne sais pas quoi les dire. On dit, mais tu travailles, tu ne travailles, et que ça ne marche pas. Démissionne et puis va ailleurs. Donc, comme nous avons espoir, nous voulons que ces enfants burkinabés puissent avoir les mêmes intérêts, la même vision et la même possibilité que nous. Alors pourquoi nous sommes tenaces, nous sommes là-dessus et nous exigeons à ce que ça soit réglé le plus vite possible pour qu'on puisse donner une vie d'espoir aux jeunes burkinabés. Parce que c'est là va venir le développement, le vrai développement, c'est là. Développer la mentalité au lieu de développer les infrastructures. Merci, monsieur Guillemot. Monsieur Bagaya, vous voulez conclure, ajouter quelque chose? Bon, moi je voulais juste tout simplement dire que aujourd'hui on prend la formation professionnelle, les centres, les collèges d'enseignement et les lycées d'enseignement technique qu'on ouvre. Les personnes qui sortent de là-bas, l'État n'en recrute pas. Quand vous regardez, l'État n'en recrute pas. C'était la seule passerelle où l'État peut recruter ces gens-là et servir encore dans le même état. Donc dire que je cours vers les lycées professionnels là, pour en faire quoi? Aujourd'hui, on forme l'enfant au primaire et la même formation continue dans les lycées et collèges. Aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer la formation professionnelle au primaire et que l'enfant arrive à continuer dans les collèges ou les lycées techniques et professionnels? Mais c'est un rêve qui peut devenir réalité si on en veut. Vous savez pourquoi ces centres-là souffrent? Parce que tout simplement chacun est assis avec la casquette du classique. Ce qu'on a appris depuis 1960 là, on est assis avec ça. C'est la théorie, on écrit, on fait des pauses et puis on vient, on s'assoit. Il n'y a pas d'initiative.
C'est la formation qui envoie ça. Alors il faut aller à changer, à revenir vraiment sur cette formation-là et permettre quand même que ces centres-là, des bailleurs de fonds qui sont là avec leur argent, qui construisent des centres équipes, payer des formateurs pour former, et un État est incapable d'en faire. Mais je pense que c'est terrible. Donc, il y a la fin du projet, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il n'y a rien à faire. Que l'État arrive à faire fonctionner ces centres-là. L'équipement qui se trouve dedans, là, c'est à coût de milliards. Donc, on ne peut pas se permettre, dans un pays pauvre, de laisser tomber ça. C'est vraiment un financement perdu. C'est un financement perdu. Ces bailleurs de fonds, on vient de signer à l'Est, Helvetas, à une hauteur de plus de 200 millions. Et ils ne vont plus financer la prochaine. Non, mais le ministre a signé l'accord de financement pour soutenir les CBNF. Et en même temps, ce même ministre ne paye pas les salaires des formateurs. Alors que vous avez signé un accord pour renforcer les CBNF. L'UNICEF donne son accord à hauteur de combien de millions pour soutenir ces centres-là. Alors que vous ne payez pas les salaires des formateurs. Je ne sais pas vraiment quelle politique on est en train de miner dessus. Franchement, et je dis à ceux qui sont vraiment animés de bonne volonté là, d'œuvrer à ce que ces centres-là fonctionnent. On continuera à renvoyer des enfants du système classique. On continuera à ne pas envoyer des enfants à l'école. Et ce public-là, voulez-vous qu'on les mette où? On dit, si vous refusez d'investir dans l'éducation, vous allez investir dans la sécurité. C'est vrai. C'est une belle conclusion, M. Bagaya. Franchement, c'est vrai. Il faut arriver vraiment à former ces jeunes-là pour qu'ils soient plus responsables. Et nous pensons que ces autorités, vraiment, il y a des gens animés de bonne volonté. Et on espère qu'ils seront à l'écoute. Nous pensons qu'ils seront à l'écoute, vraiment qu'ils prennent vraiment une bonne décision et avoir cette sagesse-là de dire aujourd'hui, un philosophe disait, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et nous voulons en finir avec l'ignorance. Je vous remercie. D'accord, merci M. Bagaya. Donc, M. Ouedraogo, je suis à vous. Alors, vous voulez conclure un peu? Un peu, voilà, pour conclure un peu, on va vous donner un peu les chiffres qui est exacts des apprenants et puis des nombres de formateurs. Aujourd'hui, dans les centres d'éducation de base non formels, CBNF, il y a 7245 apprenants qui sont dedans. 7200 et quelques apprenants qui sont. Donc, vous voyez, en réalité, et il y a au moins 217 formateurs aujourd'hui. Donc, c'est pour conclure, pour vous dire réellement qu'il y a ces apprenants, en tout cas, il y a l'engouement aujourd'hui. Mais si l'État vraiment refuse vraiment de voir ça, ces enfants, ces apprenants, ils vont devenir quoi? Donc c'est vraiment regrettable vraiment aujourd'hui quand nous en sommes en 4 mois, ces enfants même ne savent pas où se trouve vraiment leur avenir là. On les a encouragés à venir au centre. Aujourd'hui ils sont là. Il y a le CQP qui est en mois de juin, certificat de qualification qui est en mois de juin. Le 13 juin. Ces apprenants doivent passer le CQP. Ils sont là à l'attente de leurs formateurs qui ne sont pas là, sans salaire. Ils vont devenir comment? Donc, je demande vraiment au ministre, au président du FASO, c'est comme mon collègue Gibouléwa a dit, de l'ouvrir l'œil et le bon. Sinon, les chiffres là, et on les donne les chiffres là, c'est les chiffres qu'on a donnés à l'ancien régime et nous sommes partis de là. Donc, je vous remercie. D'accord. Donc, j'étais avec 3 messieurs qui ont un amour certain du travail qu'ils font. Et j'aimerais aussi ajouter qu'on espère que les autorités seront à l'écoute de cette émission et on espère qu'ils feront quelque chose pour ces centres-là. Parce que ces centres-là, c'est l'avenir. Parce que l'avenir, c'est pas forcément à l'école classique. Et l'avenir, c'est pas forcément être dans un bureau. L'avenir, c'est peut-être s'auto-employer et pouvoir employer les autres. Donc, dans ce cadre-là, on espère qu'ils feront quelque chose pour ces centres d'éducation de base non formelle. Alors, pour conclure, moi, j'aimerais que Monsieur Gibouléwa, si c'est possible, que vous nous repreniez un peu à Morée l'explication des centres et qu'est-ce que ces centres-là font et peut-être le coût de la formation à Morée et expliquer à nos auditeurs pourquoi aujourd'hui vous êtes là. Voilà, un peu à Morée en 5 minutes. D'accord. CBNF est centre d'éducation de base non formelle.
Burkina oui visa na sagilli avait des régions mampila tabapura la runa tara ma yemre ma ya kiramuso voilà tout le peut-être qui veut pélarité zakaram gagne comme donc il kiramne là il kan ou on ya projet dans école nam sanda dama de projet ça projet ça tigonira ministre d'éducation de base non formé somme de sanda dama za la les rapport yam yore zintom non voilà allez am la pare rande bumu me tiria somme me siagale goin bala yela na waame ciu yoria ka bumu somme yigunu ne bala magawe ya yum ton tum yum na lo yam da somme magawe en batem ba haruna ya yigunda to maga yonne ba ne ba na vi ma boya ndi ben wa tum ne kam ti kama yona go tanga gil kam ti gone na som ge kam ile ka tan som ton ta ka tum ne le dat kay gone na kama so kama gone na kama so wa kawto donc ringa ton dunno wa ton gi ga ya tara panga ton da tam ti gone ra gisi modoti sanda tam pam formateur nama bebe la me la patate tum nore bala plan de carrière kabay plan de carrière tum nor kay yamma sing tum dun ba yum piem ke tembe yimbe wa on yim pason adin biye fama hambi zinga som évolue la me kang tawre yin saba la ton data te modron ge kiwe ligit yawno ti yi vinra bala bem tin yi me la ton nampani na yi mo ya to rene yi ton nya bang tum ni ka bala raba ratame kama bebe la me école na ma wusra la me ya tab ko bala zaka ko bala pila way Cameroun non ta tout ce yible zaka tout ce yopo la kobana c'est la pisna la nous runo na karmbi se gille burkina gille ndera donc able bora examen te bon s'occuper runo no man kin s'occuper ya sanda sebene fa ma kam betor zang donc ya wili tia soma kamba tum na soma avant les yimi après tu so dit comme indépendant quand tu vas atelier rama tu ne pas tant tu biorwa ba menga jenga insala menga tu ne la rik ne tu so ran tu et c'est ne be yira wala ni ga be yiro to donc ni na gonera paka ngese ngege songo bangti tanda dama ka ne de soye abugana yuringa voilà projet manami yana wuliti asoma tin yimi maintenant yam som ndika mokin pale ne ti tumna king tawre la tumna ya nyam na ma pour bala tumna ya nam na pour aya sanguzo voilà pas somani yambe voilà ne pas betin beben tum yumpi te maratin ya la hote tibala tum kasomo nam ndika zen nam ndika komi bisa ya ninye tem yoni tem data me mo tum ko komi bisa la yam data ndik ne ba ni nda jenti ngap tum na no yalla pasidwa yam me tem data mana ko kan kama nutum zamso bankar kasetu yam lira dum par sanda dama en forme comme nutum kan ya leben wuso we ndatka la radin yiwoto sida pa wowe la tonta dam de bang malra mbo sida zinga antoton sida yin benzininga ya ninin la yella saba to bang abna ma la malra ton yella la ton pa putnir yore la ton mi yella be brum nusi ton data me to bum taba malra ton yella te kama hambe wetu wan zingur karsamma ton pam timana karsamma ala hankawa karsamanga ya bebe wakatinge bilo eswete patinge bilo dibina patinge bilo ina ton bi yamati bam ton timana karsamma mandata tinyambe yilmam kamba man centre pour ya bweni la bezamse kama nugo tumni ya minuzeri bois suduri mécanique deru monteur mécanicien maçon couture mana plomberie mana coiffure la tissage tout ça yam mi tinu no yen balla ne ba yeli bila dangala pela tene be bento minna dara bangare temi wana ne fa yiberat gangala pela yela yo ndatin sam gangala pela ram tumne abnan ba tum tem yela ba enten dara ntara pingin da bligi lapta tonga ya pasi moto observe neba am ko bangare ko borawto
bamna woni ligita tu yindi bo kenga wa tu yinken mali yinken Niger yinken Fara inte wa Burkina wa la fo nan tara bangara yinken bala mbeka o kabebe papa san kadara bangara ya yindi vo man histoire zo bi man buru wati zini bulu beria Pia som papa dume pia som we la foka na itu we na itu fa pa bangare andu kan tingule ta tenire la na itu anga goni ne to tumya fa ne ka tindik fo tumwa voilà donc leilin da yiwo ko runno sandama wo me karsam dama ya ko bisi zaka tigone datan diba voilà ya man ka yob salaire ya yam digwa on ton kuma ko de tin diglam ram mi te ban dik tono mo ron ko ton salaire namma ci go yodo te ba man dit ya ka wo mi ti ka tin pa me te ba mi dit ni zakrama te ba mi daw yitanga ti adha yitanga pana zemsi di bangara na shere me tenga mi talam na nam pasa me ala ab kon kam bangare na woni ligida la ba robera mebo ya andam na kima pour la barka so monsieur Gibléoro d'accord ñam da tungo mamé bon comme le to gomora bana lira yiblu ko yanda tan yele e to bala e no bilar kabe ton tumna nuga tumna ton tum la ninga wa ne ba fa neme ne ba be yinga kamba ton forum to biwa kam wo on tarab ateli la mali ba ndik kam to bebe fan ne ba ken vilara ma neme la kebel keta met ya wo ba tiram to burkina ya wo bala ab ken 45 prove na pina la na sankel bonna ab na yeton kam be ben tum ne pak ateli la man tum ne ab pa bo ab yi kam ni ton forum sandra pa bo de yin ken natiman eta concours ab yi bala ab zembo ab ateli na pak zendik ne bataba la luna un forum de école classique comme hayi haka eta concours la ton kama hayi ka bon eta concours bo de ziba nti zindi installé man atel le brandi kamataba ya Burkina Faso ton ya ndata fatika auto donc mam bon da eta wa ta gese ti yella ndar model ninga wa nuga tum yam sarin jirida nuga tum na somala yam palata nge nuga tum zarum nuga tum nam model ninga wa pasomay donc pour la baraka. Barkoso, monsieur Ouedraogo. Donc nous sommes à la fin de l'émission. Donc c'était l'émission d'aujourd'hui qui parlait des CBNF, qui sont les centres d'éducation de base non formelle. J'ai reçu pour vous au cours de cette émission 3 messieurs, dont je rappelle les noms. Monsieur Issoufou Bagaya, qui est secrétaire général de la section du CINEAB et des CBNF, monsieur Sylvain Ouedraogo, qui est secrétaire à l'information, et monsieur Inoussa Gibléro, qui est secrétaire général adjoint. Alors, je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis, et comme chaque dimanche, j'évoque un sujet qui est important, un sujet qui doit nous tenir à cœur, et on espère que à travers cette émission, ces 3 messieurs, on peut toucher les autorités, on peut toucher chacun de nous, on peut faire comprendre l'importance de ces centres-là pour le Burkina Faso, l'importance de ces centres-là pour nos enfants, pour tous ces apprentis-là qui sont dans les centres et qui ne payent pratiquement rien. Parce qu'il faut le préciser, ces centres-là sont pratiquement gratuits. Voilà, donc c'est moins coûteux que d'aller payer une formation à 400 000, 200 000, 300 000 francs l'année, ce qui n'est pas du tout accessible à beaucoup de Burkinabés. Mais au niveau des centres, ils ont la formation pratiquement gratuite. Et à travers ce que ces 3 messieurs nous ont dit, on se rend compte que les enfants sont très aptes, que les enfants sont très assidus, que les enfants sont très bosseurs, et qu'à la fin de ces formations-là, ils se débrouillent très bien. Ils ouvrent des ateliers, ils embauchent d'autres personnes, et cela leur permet de vivre dignement. Donc, c'est un point essentiel aujourd'hui à l'éducation, à la formation que l'on peut avoir au niveau du Burkina Faso. Donc c'est quelque chose à encourager. Il faut encourager ces apprentis-là. Il faut encourager ces professeurs, ces enseignants qui se donnent corps et esprit, qui se donnent corps et âme pour que ces enfants-là puissent avoir un avenir meilleur. Donc on espère sincèrement que les autorités ont écouté, et on espère sincèrement qu'il y aura un retour positif. Dans tous les cas, on espère qu'ils reviendront en cas de retour positif pour nous faire un point sur ce qui s'est passé. Donc c'était Laetitia Ouedraogo avec vous aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir pu partager ce moment-là avec vous à la cabine technique, monsieur Mathieu Da.
Et j'espère qu'on se retrouvera dimanche prochain pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la dépigmentation. Voilà, de la dépigmentation. On va trouver un spécialiste et essayer de discuter avec toutes les femmes, avec tous les auditeurs, un peu pour qu'ils nous donnent leur avis sur la question, mais aussi essayer de leur donner des conseils, essayer de comprendre pourquoi ce phénomène-là prend de l'ampleur au niveau de l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve dimanche. Même heure, même fréquence, la 104.4, la première radio libre d'Afrique. Au revoir. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Mano, we did it. Nouvelle new dance, hey. C'est la nouvelle new dance, hey. Let me bend show me we so we mais toi qu'il faut bend sexy girl, on va bend hey. Lady bouger comme c'est là, on va we come on baby, c'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. Tere, c'est mon way là. Tere, mano, we tere. Mano, ben tere. Mano, we tere. Mano, ben tere. C'est moi. Pitié dans l'air, dans la couronne, on se connaît. De problème. Je connais tes ennuis, tes soucis, tes faiblesses, tes problèmes. Je connais des problèmes d'ici et là-bas et partout c'est les mêmes. Allez, ben allez, oui, allez, ben allez, oui, oui, allez, oui, ben hey, sexy, oui, mano, we tere. Mano, ben tere. Mano, we tere. Mano, ben tere. Ndrekete, sois malé, bizarre. Ndrekete, ndrokoto, sois malé, bizarre. Allez tripoter, détiner, l'affaire, bizarre. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way là. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way là. Mano, we did it. Mano, ben did it.
Fashanda tamam la yalamam qatalidi fashano amam abana ba ayadu bakuna wonami fashanda tamam fashano amam ramana mam qatalidi balakanam shingraya poteme qatalidi lebam pamalidi shingraya tu kadam ingraya tu foten kenami kenan kakaramu foten kenami kenan kakaramonteri foten kenami nyani wayatu winsan kikatu yala na mansam fashano amam ndatom bango baba ndatom bango ma abala karma yasuri kadam yasuri su kadam yasuri abo kadam yas okachabo kadam yas typique son don la chou. Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Le forum des auditeurs, c'est chaque dimanche de 10h à 12h sur Horizon FM. Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Le forum des auditeurs, c'est chaque dimanche de 10h à 12h sur Horizon FM.
Le forum des auditeurs. Le forum des auditeurs avec Laetitia Ouedraogo. Le forum des auditeurs, c'est chaque dimanche de 10h à 12h sur Horizon FM. Auditeurs, comme chaque dimanche, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, on va parler de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, nous allons avoir une particularité, ça veut dire que vous allez nous appeler, vous allez nous dire votre avis, vous dire peut-être vos suggestions par rapport à cette situation-là, parce qu'on remarque que beaucoup de nos chefs coutumiers se mêlent de plus en plus de la politique, 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 plus en plus de la politique,